Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous désormais traditionnel et récurrent, ce baromètre de la formation et de l'emploi signé Centre Info en partenariat avec l'Institut CSA. Merci à vous d'avoir répondu présent à l'invitation de Pascal Romanteau. Je sais que vous êtes un peu plus de 2100 à être inscrits pour ce webinaire. On est en direct ici depuis les studios 264 à Paris et on l'est pour environ 1h30. On va pouvoir échanger sur tous les sujets évidemment pour ce baromètre qui est un peu une vigie, une tour de contrôle de l'emploi, de la formation au fil des ans. Avec, vous le savez, c'est le principe de ce baromètre, une thématique particulière sur laquelle on insiste. Et cette année, c'est l'intelligence artificielle qui est en haut de la pile, hein, tout le monde en parle. Et on va voir comment dans nos sujets, dans l'écosystème de la formation, de l'emploi et de l'apprentissage, l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Émission interactive. Ça veut dire que vous allez pouvoir, tout au long de cette émission, de ce webinaire, poser des questions. Et à la fin de l'émission, à la fin du webinaire, on prendra vos questions et puis nos experts y répondront. Les résultats du baromètre, la question d'actualité que j'évoquais et puis vos questions. Voilà un peu le programme que je vous propose pour ce début d'après-midi. Je vais saluer nos experts qui sont avec nous. Je les remercie d'être sur ce plateau, à commencer par Pascal Romanteau, directrice générale de Centre Info. Merci Pascal d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Voilà Pascal avec qui on braquera les projecteurs sur ce baromètre, analyse, décryptage avec vous Pascal, et puis les tendances. On y reviendra tout à l'heure. Elle est directrice de pôle à l'Institut CSA, notre partenaire. Elle est fidèle. Merci Julie d'être avec nous. Julie Gaillot, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et puis merci beaucoup pour l'invitation sur ce webinaire. Voilà, c'est un partenariat qui dure, et puis nous sommes très sensibles à la présence de Stéphane Rémy, sous-directeur des politiques de formation et du contrôle à la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Merci d'être là Stéphane. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'avoir à nouveau permis de vous rejoindre pour ce 6e baromètre. Exactement, voilà. Stéphane qui représente le ministère du Travail et de l'Emploi et qui a accepté malgré son emploi du temps l'invitation de Pascal Romanteau. On sera très attentif à ce que vous pourrez nous dire sur le regard des pouvoirs publics par rapport à nos différents sujets. Je voudrais remercier notre partenaire aussi pour débuter parce qu'il rend possible ce webinaire, cette 6e édition du baromètre. C'est Envergure, filiale d'Actual Group, acteur clé de l'évolution des compétences. Ça tombe bien, c'est nos sujets. L'humain au cœur de chaque projet. Et puis l'idée, là encore on se retrouve, c'est de flécher et d'accompagner les personnes sur les différents parcours de leur vie professionnelle et de leur mutation professionnelle avec l'apprentissage à la clé. Et on fera encore plus connaissance, si ce n'est déjà fait de votre côté, avec Envergure, à la fin de cette émission, avec une vidéo. Pascal, je me tourne vers vous. Stéphane y faisait référence à l'instant, déjà 6e édition du baromètre qui est vraiment devenu une référence et un indicateur concret. Hein. Merci Frédéric. Oui, je suis effectivement très heureuse et fière aussi, il faut bien le dire, hein, de par cette 6e édition, d'être avec vous cet après-midi pour découvrir les résultats du baromètre, pour les analyser aussi. Hein. Sur l'emploi et la formation. Je propose, pour simplifier la vie de tout le monde, peut-être la mienne en premier lieu, qu'on l'appelle le baromètre. C'est son petit nom à Centre Info. Voilà, on va s'économiser la formation. Comme il est connu, l'emploi. Ça veut dire quelque chose pour vous qui nous regardez. Oui, voilà. Donc le baromètre, il occupe une place tout à fait particulière dans l'offre de services de Centre Info, qui est donc assez copieuse au bénéfice de tous les acteurs de l'écosystème. Il est particulier parce que c'est un outil de mesure. Au sens statistique et scientifique du terme, il mesure effectivement ce qu'est l'appétence, si je puis dire, de nos concitoyens actifs pour les outils qui sont mis à disposition et mesure aussi comment ils se projettent effectivement dans leur avenir professionnel. Donc, dans cette position, effectivement, c'est le rôle de Centre Info depuis toujours que d'informer sur ces situations, d'informer sur les dispositifs, mais aussi sur ces situations face à l'emploi, mais c'est aussi son rôle d'animer le débat public. Et je pense qu'en la matière, effectivement, mesurer, savoir quel est le retour de terrain, effectivement, sur les dispositifs qu'on met à leur disposition, sur les politiques qu'on met en œuvre. Et je pense que ça intéressera mon voisin de gauche. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est le rôle de Centre Info aussi que d'apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, je pense qu'effectivement, cette 6e édition va nous en apprendre beaucoup sur les tendances
qu'on peut déjà observer, et sur le sujet d'actualité sur lequel, bien sûr, on reviendra. Voilà, avec des mesures qui permettent de bien apprécier la réalité du terrain, vous le disiez, Pascal, à l'instant, pour agir en conséquence. Alors, particularité du baromètre, Pascal, je le disais tout à l'heure, on choisit un angle particulier au cœur de l'actualité et des enjeux de l'écosystème. Oui, j'allais dire, c'est un dispositif à double détente. Enfin, un baromètre à double détente, vous conviendrez avec moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Effectivement, enfin, en tout cas, il est fait ainsi de deux séquences assez nettes, des questions barométriques et qui font un peu le cœur du sujet. Ouais. Et puis des questions d'actualité, on change de sujet à chaque fois. Voilà. Pour cette année, vous l'avez dit, Frédéric, on a choisi l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que ça semblait évident, tout simplement. C'est venu comme ça bouleverser notre quotidien, avec toujours une espèce d'ambivalence quand il y a une nouveauté à ce point changeante, avec ceux qui sont tout feu, tout flamme, qui partent sans considération peut-être des risques juridiques qui peuvent être liés à ce sujet. Enfin, ils partent. Et puis, il y a à l'autre extrémité des gens qui sont plus en questionnement, plus en doute, plus en crainte, et nous avons besoin de les rassurer. Donc ça, c'est fondamental aussi. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un enthousiasme, mais il peut y avoir aussi crainte et puis j'allais dire vigilance par rapport à tous les sujets de sécurité en particulier. Oui, et c'est pas pour rien effectivement qu'il y a eu il y a quelques semaines à peine, et pas si loin d'ici, un sommet international effectivement sur l'intelligence artificielle qui a réuni, je dis ça de mémoire, plus de 1000 participants venant de plus de 100 pays. Et des choses ont été annoncées, des choses concrètes, j'allais dire en monnaie sonnante et trébuchante. 100 milliards d'euros mis sur la table pour accompagner effectivement le déploiement de ce dispositif. Et puis quelque chose qui intéresse tout spécialement Centrinfo, parce que là encore, on compte mettre notre pierre à l'édifice, la formation de 100 000 jeunes chaque année. 100 000 jeunes, c'est un chiffre colossal. Ouais, c'est considérable. Alors Pascal, on l'évoquait avec vous, et puis vous le savez aussi, puisque vous nous suivez fidèlement, on est en direct avec vous cet après-midi, ce baromètre avec chaque année une thématique. J'aimerais qu'on revienne peut-être en regardant dans le rétroviseur les 5 baromètres précédents, les thématiques qu'on avait choisies, Pascal. Ah, les 5, ça va être un gros effort de mémoire. J'en avais retenu que 3. Je vais essayer de retenir de ça. On était parti sur les soft skills. Ouais. On s'est intéressé aux reconversions. Ouais. Un sujet majeur. On s'est intéressé au CPF, forcément. Ouais. Forcément. Et l'année dernière, on s'est intéressé à l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Pascal, intérêt de l'écosystème pour cette manifestation, il est clair et net au vu des résultats et au vu, j'allais dire, de l'audience et de l'appétence des personnes qui le suivent. Oui, vous l'avez annoncé tout à l'heure, Frédéric. Ouais. On a passé la barre des 2100 inscrits. L'année dernière, on était déjà très satisfaits. On était à 2000, ce qui nous semblait un chiffre déjà caution. Honnête. À 2100, c'est plus encore. Ouais. C'est vraiment un beau chiffre. Et puis la presse qui suit ce baromètre et s'en fait le relais. Oui, tout à fait. La presse écrite, la presse digitale, la presse spécialisée, la presse grand public. Ouais. On est suivi par de nombreux opérateurs du champ, oui. Et évidemment des résultats qui sont aussi relayés par les institutions. Oui, donc, ça c'est de notre propre chef. C'est ça. Nous poussons, si je peux dire, les résultats vers le Parlement, Assemblée nationale, Sénat, vers le Conseil économique et social, vers la Cour des comptes. Je cite ces 4-là parce que ce sont les principaux. Il y en a certainement d'autres, mais... Voilà. Et puis en tout cas, il vous intéresse ce baromètre parce qu'il nourrit ensuite vos actions. À ce propos, Pascal, par rapport justement à son succès, il y a des remerciements que vous souhaitiez adresser avant de commencer avec les résultats. On pouvait le faire au début, on pouvait le faire à la fin. J'ai choisi de le faire au début. Le Grand Prix de la fidélité vous revient, je crois, Frédéric. Vous êtes avec nous depuis le début. Voilà, vous nous accompagnez depuis le début, années, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6e édition. Ouais. À Julie également, je salue encore le professionnalisme de l'Institut CSA et le plaisir qu'on a à travailler avec vous. Vous êtes à notre écoute, c'est vraiment un travail conjoint, je vous en remercie. Merci. Et puis remerciements appuyés à Frédéric. À Stéphane. À Stéphane. Frédéric, c'est mon frère. Mais... Vous le saluerez de ma part. Je sais son agenda particulièrement chargé. Oui, c'est vrai. Voilà. Et vraiment, je pense que tu auras intérêt à découvrir avec nous ces résultats, à les commenter et peut-être aussi à nous donner ton éclairage sur effectivement les initiatives prises en matière de déploiement de l'intelligence artificielle. On sait que c'est des gros bouleversements pour l'écosystème en général. Merci beaucoup Pascal d'avoir planté le décor et de nous avoir donné envie de vous avoir donné envie de suivre toujours plus nombreux ce baromètre. On va entrer dans le détail. Pascal y faisait référence à l'instant, la fidélité et la véracité des études que propose l'Institut CSA avec vous, Julie, qui le représentez. Baromètre toujours très attendu, et puis avec le sujet d'actualité. Oui, effectivement.
c'est un outil d'une richesse incroyable, puisque maintenant on en est à la 6e édition, comme vous l'avez dit. Et dans le cadre de ce type d'outil, ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit les opinions évoluer. Et on voit les choses qui bougent par rapport à la perception qu'ont les actifs des dispositifs de formation professionnelle continue. Donc on voit que ça s'installe de plus en plus. Bon, je ne vais pas tout vous dire maintenant, parce qu'on reviendra dans le détail après, mais déjà, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, quelques mots sur la méthodologie, qui est indispensable pour cadrer un peu les choses. Et puis qui fait la qualité de ce baromètre. Bien sûr, et sa scientificité. Pour réaliser cette enquête, on a interrogé un échantillon représentatif de 1621 actifs français âgés de 18 ans et plus. C'est une représentativité qui s'est faite sur un certain nombre de critères qui sont le sexe, l'âge, le statut dans l'emploi, la catégorie socio-professionnelle, la région ou la catégorie d'agglomération. Et ce qui veut dire qu'avec ces 1600 personnes, en fait, on reproduit la structure globale de la population des actifs âgés de 18 ans et plus, ce qui nous permet de parler, certes de manière un peu abusive, de l'ensemble des actifs français. On a un échantillon représentatif. Voilà, donc on parle de tous les actifs. C'est ça qui est merveilleux en matière de sondage. Et c'est une enquête qui s'est faite début février sur le panel de CSA. Donc c'est une enquête qui a été réalisée online. Alors, c'est intéressant de voir ce que nous dit à l'instant Julie, parce qu'on peut avoir une perspective. Quand on a 6 années de baromètre, et on va le voir, on voit effectivement les évolutions. Stéphane Rémy, merci encore d'être avec nous. Merci pour votre décryptage, votre analyse, et en particulier sur le sujet de l'IA. Je sais que ça vous tenait à cœur d'être avec nous, malgré l'emploi du temps dense. Non, je vous remercie. Je pense que les uns et les autres ont des emplois du temps chargés. Bon, c'est vrai qu'on vous le savez peut-être identifié un nouveau délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle qui vient d'arriver, Benjamin Maurice, que je salue évidemment depuis son arrivée. Oui, l'IA, c'est difficile d'y échapper, à peu près dans tous les colloques ou dans les articles de presse. On l'a vu ensemble tout à l'heure dans les Échos, avec une étude qui a été commandée par le ministère du Travail qui montre, alors on va dire plutôt la partie bien faite de l'IA, en tout cas à espérer, en matière de productivité pour les entreprises du CAC 40, mais on a d'autres initiatives qui sont prises par le ministère, plutôt à destination des TPME. Je pense qu'il faut que cette réflexion, cette appropriation des outils de l'intelligence artificielle puisse l'être évidemment par le plus grand nombre et à commencer par les entreprises. Et irrigue tout type d'entreprise. Voilà. Donc oui, l'IA, difficile d'y échapper, sommet international, rappelé tout à l'heure, organisé par la France, co-présidé aussi avec l'Inde, pour montrer aussi qu'on est sur une affaire française, une affaire européenne et internationale. Voilà, et puis la vision de l'État sur ces sujets de formation, sur les sujets d'apprentissage, de reconversion, beaucoup de choses à dire, Stéphane, par rapport à ça. Oui, puis on a des enjeux qui sont des enjeux aussi de transparence, de protection, de sécurité. Donc il y a à la fois la partie gain, mais on sait qu'il y a aussi un certain nombre de risques, et les sujets emploi-formation sont identifiés comme des secteurs à haut risque. C'est pas moi qui le dis, c'est le règlement européen de 2024, et donc on est en train de s'organiser pour traduire justement la manière dont les autorités vont se saisir de cette problématique. Mais oui, le champ emploi-formation est une zone, et on peut s'en douter, à risque, parce qu'elle est évidemment au cœur de nos enjeux de société, elle est au cœur des préoccupations des individus, notamment, on y reviendra sans doute, sur les enjeux de reconversion, de transition, d'appétence pour le changement. Il y a vraiment quelque chose qui est un peu charnière autour de cette question. Surtout dans un contexte plutôt de soubresaut qu'on vit actuellement, où on est dans les incertitudes. On va y revenir tout à l'heure, et évidemment, tous les sujets de formation, d'évolution, sont au cœur de vos préoccupations, et vous parliez d'enjeux, effectivement, ils sont nombreux, outre les opportunités que peut offrir en particulier l'intelligence artificielle. On va passer à la première partie de cette émission. Merci d'être avec nous encore une fois. Quelques chiffres sur ce baromètre, c'est une sorte de mise en bouche, et on se retrouve avec nos invités juste après. Regardez.
Le 6e baromètre signé Centre Info en partenariat avec l'Institut CSA, c'est en direct, vous êtes avec nous, on va voir les résultats. On va commencer, Julie, sur le regard sur la formation professionnelle qui devient encore plus une évidence face à tous ces changements et ces mutations du monde du travail. Un gros plan sur les enseignements de ce baromètre. Oui, alors on va déjà commencer par parler du niveau de confiance des actifs par rapport à leur avenir professionnel. C'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, on est quand même dans une période économique qui est un peu trouble, avec de nombreuses incertitudes. Et malgré tout, 69% des actifs sont confiants en fait, par rapport à leur avenir professionnel. Et on est même sur une hausse de 2 points par rapport à l'année dernière quand on a fait la mesure en 2024. Donc, voilà, il semblerait que les turpitudes économiques n'entament pas le niveau de confiance des actifs par rapport à leur avenir professionnel. Donc tant mieux, c'est une très bonne chose. Et même quand on regarde un petit peu dans le détail, on voit que c'est chez les cadres et les 18-24 notamment qu'on observe le niveau de confiance qui va être le plus élevé. Plus intéressant parce que ces 18-24 vont être dans le marché du travail, donc c'est bien d'avoir une attitude positive par rapport à ça. Oui, ils rentrent dans le marché du travail. Plutôt confiants. Oui, dans de très bonnes dispositions, avec un niveau de confiance en eux qui est extrêmement élevé. Ensuite, on les a également questionnés aussi sur leur métier. Et vous voyez ici sur cette slide qu'aujourd'hui, 85% des actifs nous disent que leur métier évolue. Bon, certes, voilà. Les choses changent, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder la part de ceux qui nous disent « mon métier évolue très vite ». Et ils sont 43% aujourd'hui. Ça fait que, voilà, on a plus de 4 actifs sur 3 qui dit que, voilà, son métier aujourd'hui, il est un peu en perpétuel changement, et ce qui nécessite par ailleurs des capacités d'adaptation qui sont très élevées. Après, on est vraiment sur, voilà, du constat. On ne nous dit pas si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est juste, voilà, les choses changent. Et donc ça veut dire qu'ils sont, pardon de vous couper Julie, loin d'être déconnectés de la réalité, en fait. Ah oui, ils ressentent bien, ça ne leur a pas échappé que voilà, les choses changeaient à vitesse grand V, si j'ose dire, dans leur univers professionnel. Et d'ailleurs, voilà, quand on leur dit, alors d'après vous, d'ici 5 ans, comment ça va se passer? Est-ce que vous ferez le même métier ou pas? 70% nous disent « je ferai le même métier d'ici 5 ans ». Et puis, vous voyez, 19% « je ferai un autre métier » et 11% « je ne travaillerai plus ». Donc, la majorité des actifs nous dit « voilà, d'ici 5 ans, je ferai le même métier ». Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de regarder les choses un peu dans le détail et le gris foncé par rapport au gris clair. Et vous voyez que la part de ceux qui nous disent « je ferai le même métier, mais pas forcément de la même manière » atteint 43%. Donc, je vais peut-être faire le même métier, mais voilà, j'ai bien conscience que voilà, les choses vont changer et que je vais devoir m'adapter. C'est là que effectivement les problématiques de formation continue deviennent cruciales. Bon là, je vous disais en introduction tout à l'heure, ce qui est merveilleux avec ce baromètre, c'est de voir les choses évoluer dans le temps. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est quand on a un croisement de courbes, comme celui qu'on observe ici sur cette slide. Je vous ai remis voilà, l'évolution de la question, voilà, est-ce que voilà, mon métier, est-ce qu'il évolue ou pas? Et vous voyez l'évolution depuis 2020, c'est la date de la première mesure. Vous voyez que pour la première fois en 2025, la part de ceux qui nous disent « mon métier évolue très vite » dépasse celle de ceux qui disent « mon métier évolue lentement ». Donc on va voir comment ça va se passer, si cette tendance se confirme l'année prochaine. Mais là, vous voyez que la part de ceux qui nous disent voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge, eh bien elle prend de plus en plus d'importance. Ensuite, je vous ai remis aussi la question de est-ce que voilà, d'ici 5 ans, est-ce que je ferai le même métier ou pas? Ah oui, si on se projette. En fait. Si on se projette, voilà, on voit un peu voilà, au niveau des courbes ce que ça donne, et notamment la courbe vert foncé et la courbe vert clair. Et ce que vous voyez ici, et qui est un peu surprenant et presque contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on se dit, par rapport à l'IA, le contexte économique, etc., ben, vous voyez que la part de ceux qui disent je ferai exactement le même métier dans 5 ans, elle a plutôt tendance à augmenter. Et elle atteint 27% cette année, qui est le point le plus haut observé dans ce baromètre, en fait, depuis sa création. Et en revanche, la part de ceux qui nous disent « je ferai le même métier, mais peut-être un peu différemment », même si elle demeure majoritaire, eh bien finalement, elle a un petit peu tendance à diminuer. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais voilà, il y a un noyau dur quand même qui s'accroche
à son métier aujourd'hui tel qu'il est, et ça sera très intéressant de voir ce que ça donne l'année prochaine. Ouais. Enfin, encore un indicateur clé de ce baromètre. Changement d'emploi, là. Voilà, et qu'on suit comme le lait sur le feu, si j'ose dire. Hein. Vous voyez que 51% des actifs nous disent, voilà, je pense à changer d'emploi, bon, que ce soit à court ou à moyen terme ou à plus long terme. Là, c'est un indicateur d'une stabilité qui est absolument remarquable. Hein. Vous voyez, depuis 2021, la date où on a créé la question, on oscille toujours entre 41, 53, 51%. En gros, un actif sur deux pense à changer d'emploi. Mais regardez la part un peu plus dure de ceux qui nous disent, oui, d'accord, bon là, les choses sont un peu plus sérieuses, hein. La part de ceux qui disent, je pense à changer d'emploi dans les 2 ans à venir, ben, ça concerne un tiers de notre échantillon, 34%. Significatif. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup, hein. Un tiers qui se projette dans un changement d'emploi d'ici à 2 ans. Mais malgré tout, cette part, elle est en baisse par rapport à 2024. Hein. On est sur une baisse de l'ordre de 3 points, ce qui n'est pas rien. Et peut-être que, même si je suis très content, très confiant pour mon avenir professionnel et que les choses me passent bien, bon, je vais peut-être rester à la maison, en fait, hein, parce que c'est pas le moment peut-être idéal et très bien choisi, en fait, pour changer d'emploi à court ou à moyen terme. On ne sait pas comment est l'herbe. Hein. Voilà, on ne sait pas effectivement comment ça se passe, etc., les périodes d'essai et tout ça. Le contexte est un peu compliqué et n'incite peut-être pas fortement à aller voir ailleurs. Ouais, merci beaucoup Julie. Julie Gaillot de l'Institut CSA, toujours aussi passionnant ces résultats de ce baromètre que vous suivez avec nous en direct. Stéphane Rémy, réaction par rapport à ce que vient de mettre en exergue Julie. Ils ont conscience des évolutions rapides, des incertitudes de leur environnement. Ils pensent majoritairement à changer d'emploi. Il y a la crise sanitaire qui est derrière nous, mais qui a fait bouger des choses et qui a accentué des phénomènes qui étaient déjà perceptibles. Votre analyse et votre réaction par rapport à ça? Je pense qu'il y a effectivement... C'est plutôt rassurant quand même que nos jeunes, en particulier, soient confiants dans l'avenir et dans leur insertion professionnelle. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose quand même, et leur capacité effectivement à s'adapter et à se nourrir de l'évolution des outils, des technologies, sera peut-être plus aisée pour cette génération qu'elle ne l'a été peut-être pour des générations précédentes. Donc c'est plutôt rassurant. Ce qui est plus surprenant, mais on l'observe effectivement depuis maintenant quelques années, c'est cette volonté très forte de vouloir changer. Alors, changer d'emploi, ça pose quand même des questions. Enfin, je veux dire, notamment pour des plus jeunes, et on le voit, il n'y a pas que des reconversions pour des seniors, c'est aussi des questions que l'on voit apparaître à travers des publics plus jeunes qui ont cette volonté qui changent. Donc, là, je pense qu'il y a quelque chose qui est à creuser, qui couvait avant la période Covid, mais comme sur pas mal de sujets, on l'a vu sur la digitalisation, la Covid a une espèce est un accélérateur de ce questionnement, parce qu'on a peut-être pris aussi un peu plus le temps de penser à son équilibre vie publique, vie professionnelle, vie privée. Il y a des recherches autour de ça. Il y a la question peut-être des valeurs aussi, qui sont peut-être plus portées. Un marché du travail qui a évolué. Les rapports de force ne sont pas tout à fait les mêmes, avec des tensions de recrutement qui sont majeures. Mais donc, du coup, peut-être qu'on peut plus faire valoir son envie d'avoir un environnement de travail qui soit compatible aussi avec un certain nombre de valeurs, et de se projeter du coup... On est un peu passé d'un mode de sélection à un mode de séduction. Hein. C'est le rapport de force qui s'est un peu inversé. Du coup, on parle beaucoup de marque employeur. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, les entreprises cherchent beaucoup cette question des métiers en tension, des tensions de recrutement. Mais du coup, en face, évidemment, on a des publics qui ont vocation à s'insérer, mais qui vont peut-être davantage comparer, réfléchir sur l'environnement qu'on leur offre, le télétravail, l'organisation du travail. Toutes ces questions-là, elles sont nées un peu avec la Covid. En tout cas, elles se sont accélérées en termes de réflexion, et on les voit maintenant, après cette période particulière, sortir comme un des éléments aussi du rapport qui s'exécute sur le marché du travail. Et les employeurs en sont conscients de plus en plus. Hein. Je pense qu'ils en sont conscients parce qu'ils sont face à cette situation-là. En tout cas, tous ceux qui vont taper à la porte des entreprises pour essayer justement de dialoguer avec elles sur les enjeux autour de la transition écologique, parce que tout ça, ça reste évidemment les grandes transitions, comment elles pensent leur avenir en compétences, avec l'IA, comment elles intègrent, etc. Leur problématique principale, c'est bien quand même l'organisation du travail, c'est cette tension de recrutement. Donc voilà ce qui ressort principalement. Donc on voit bien qu'il y a cette rencontre qui n'est pas celle qu'on a connue dans les générations précédentes. Et je pense que ce capteur-là
reflète assez bien. Et donc l'idée de changement, c'est aussi de se dire que je ne suis pas verrouillé par une stratégie d'entreprise si elle n'existe pas ou si elle ne m'offre pas un environnement de travail. Et si elle ne correspond pas à mes valeurs, exactement. Vous disiez, Stéphane, ou au sens que je veux donner à ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et on le voit bien, ça se confirme, hein, un peu la fin des carrières linéaires, hein, où on faisait au même endroit, au même poste, dans la même entreprise et dans le même lieu. Merci Stéphane, vous restez avec nous. Deuxième séquence, autre enseignement intéressant de ce baromètre, Julie. Ça se confirme, hein, je vois Pascal qui acquiesce, les actifs se considèrent acteurs de leur parcours de formation, avec le souhait d'une plus grande implication des pouvoirs publics. On entre dans les détails. On a des chiffres déjà sur la responsabilité individuelle de chacun. Oui, ce que vous voyez sur ce graphique ici, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près les 3/4 des actifs qui pensent que c'est à chacun d'eux d'être responsable de son parcours de formation professionnelle continue. Et seulement 26%, un quart, nous disent que c'est au pouvoir public, aux branches professionnelles et aux entreprises d'être responsables des parcours de formation professionnelle continue des actifs. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, hein, puisque aujourd'hui, voilà, les choses semblent parfaitement intégrées, en tout cas pour 3/4 des actifs, que voilà, c'est de leur parcours de formation, c'est de leur responsabilité. Et ce que vous voyez sur cette slide, en fait, c'est l'évolution de cette question dans le temps, et on voit que même si ça baisse un tout petit peu cette année, on a une baisse de l'ordre de 3 points, cette opinion, en fait, elle demeure très largement majoritaire, hein, selon laquelle, voilà, c'est ma responsabilité, c'est à moi de me saisir, voilà, de ce parcours de formation professionnelle continue. Et ensuite, on leur a également demandé si aujourd'hui, bon alors, on a bien compris, voilà, c'est à vous de jouer. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que vous avez toutes les clés en main pour jouer? Voilà, c'est ça la question fondamentale dans ce baromètre. Et est-ce que j'ai le sentiment d'être suffisamment acteur de ma formation professionnelle continue? 69% nous répondent par l'affirmative, hein, un résultat qui est parfaitement stable par rapport à l'an dernier, hein, ce qui veut vraiment dire que oui, a priori, voilà, j'ai les clés en main. Voilà, j'ai la main, j'ai les outils pour être suffisamment acteur, et ce d'autant plus que voilà, je suis jeune, je suis cadre, CSP+, etc. Je vous attends avec un mais. Mais effectivement, si on regarde peut-être d'un peu plus près les 31% qui voilà, se sentent pas suffisamment en capacité d'eux, eh bien on voit que ce sont davantage des chômeurs, ça grimpe à 57%, et puis des 50 ans et plus, donc entre guillemets les seniors en entreprise, qui eux peut-être sont moins dans un sentiment de maîtrise par rapport à ces sujets que l'ensemble des actifs. Ensuite, vous voyez aujourd'hui l'évolution de cet indicateur dans le temps. Voilà, on voit qu'il est parfaitement stable depuis 2022, ce qui est le signe vraiment d'une opinion qui est particulièrement solide, voilà, et profondément ancrée. Hein, voilà, c'est dans l'ensemble des actifs. Hein. Maintenant, ça bouge relativement peu. Pascal, je voudrais avoir votre réaction par rapport à ces chiffres et qui sont très intéressants. Hein. On voit que les personnes se disent: j'ai une vraie responsabilité, j'ai une vraie implication personnelle à avoir sur mon propre parcours professionnel. Ça n'exclut pas l'accompagnement. Hein. Ah non, ce chiffre me sidère, si vous permettez. 3 actifs sur 4 se disent effectivement responsables de leur formation. Ils sont complètement responsables. Ça veut dire que la loi de 2018 a gagné son pari. Enfin, je ne sais pas si une loi prend des paris, mais enfin, vous voyez l'image. Vous avez raison. Voilà. Ce pari venant de la liberté, de la responsabilité, du choix personnel, exactement, de choisir, tel était son titre. Et bien, ça marche, c'est dans les faits, et c'est même encore plus prégnant si on prend des secteurs d'activité, ça va jusqu'à 80%, me semble-t-il, dans certains secteurs d'activité professionnelle, donc c'est un vrai pari gagné, voilà. On voit effectivement que ils se sentent forts, ils se sentent en capacité, ils se sentent responsables d'eux. Ce qui n'exclut pas, et vous l'avez fort bien dit, Julie, qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Parce que notre monde, il reste quand même assez compliqué. Les dispositifs, les institutions, tout ceci reste un écosystème qui, ma foi, relativement complexe pour qui le découvre. Donc c'est normal qu'ils aient besoin de leur employeur d'une part, et puis de ce qu'ils appellent les pouvoirs publics d'autre part. Je ne sais pas ce qu'ils mettent derrière pouvoir public. C'est peut-être l'État, c'est peut-être la collectivité. l'État-providence, Je ne sais pas, peu nous importe. Enfin, on voit bien effectivement qu'il y a de possibilités évidemment d'action de gens qui viendraient les aider. Et ça aussi, c'est spécialement intéressant. Par rapport à ce que dit Pascal, Stéphane, justement, réaction avec un focus sur le CPF, qui est dans l'actualité. Hein.
Oui, clairement, je pense qu'on peut y voir des effets, là aussi, c'est plutôt rassurant, presque étonnant, ce sentiment de responsabilité individuelle, et c'est très bien, c'était effectivement recherché à travers la dynamique de 2018, mais en réalité, comme souvent, on trouve l'ADN bien avant, dans la loi de 2014, mais même dans les années 2003. Je peux revenir à 2003, souvenez-vous, la loi du 4 mai, c'est la mise en place du droit individuel à la formation. Il y avait un accord national interprofessionnel juste avant. Les questions de co-investissement étaient déjà aussi pointées. Donc, on voit bien que l'outil qui a été mis en place, qui dépasse la logique de statut, donc qui permet effectivement à tout un chacun, qu'on soit salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant, jeune ou adulte, d'avoir un outil qui est le compte personnel de formation, facilement accessible. 36 millions de comptes ouverts, 8 millions de dossiers de formation accompagnés, financés depuis la réforme. C'est un vrai succès. Et pour ne pas s'y tromper, on est vu au niveau européen et on est vu au niveau international. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de sollicitations que l'on a dans le monde pour aller expliquer comment fonctionne notre système de compte individuel de formation. Et ça, dans une atmosphère un peu morose, où on a tendance à toujours voir le verre à moitié vide. C'est exactement ça. C'est génial. Il y a un vrai enjeu de liberté qui était quand même peut-être le point fort. C'était de pouvoir offrir la capacité, effectivement, à choisir librement et finalement favoriser cet accès un peu plus démocratique à la formation. On savait, les statistiques restent encore un peu têtues sur le fait que ceux qui en bénéficient le plus sont déjà ceux qui sont dans les grandes entreprises, les cadres, etc. On a quand même un peu corrigé le tir à travers le CPF, mais ça n'empêche nullement d'être accompagné. Et là aussi, les dispositifs législatifs ont conçu le conseil en évolution professionnelle. Qui aide à flécher quelque part. Qui peut, en tout cas, si on le choisit, on peut être accompagné librement. Je rappelle que le conseil en évolution professionnelle est gratuit. Donc là, il y a quelque chose qui peut être saisi par ceux qui peuvent, à juste titre, considérer que leur projet n'est pas mûr ou qui veulent vérifier sa pertinence, etc. Et c'est très bien. Et puis, on a d'autres qui sont mûrs pour aller faire leur choix librement. Et ça, c'est effectivement quand même assez emblématique de la responsabilité individuelle et de la capacité à mobiliser cet outil. Mais je voudrais moi aussi faire un mais. N'oublions pas quand même qu'il y a des responsabilités d'entreprise et d'employeurs. Et ça, je pense qu'il est important de le rappeler, y compris à celles et ceux qui nous écoutent. L'adaptation au poste de travail, la capacité à occuper son emploi, ce sont des obligations de l'employeur. Le Code du travail est très précis là-dessus. Et donc, je trouve ça plutôt intéressant qu'on ait cette rencontre entre une responsabilité accrue des individus, en tout cas dans la perception qu'ils ont avec de leur parcours et du fait qu'ils peuvent être un acteur de leur parcours. Et en même temps, il y a des obligations aussi qui sont là, plutôt à la charge des entreprises, mais il peut y avoir rencontre entre les deux. C'est pour ça que je parle de co-investissement, parce que c'est aussi le sens de texte qu'on est en train de prendre pour favoriser, faciliter cette rencontre entre des aspirations individuelles, mais aussi qui peuvent correspondre à des aspirations d'entreprise et de projets d'entreprise. Oui, ça, c'est plutôt intéressant. Et parfois, souvent, on se dit toujours, quand on est côté entreprise, oui, mais je ne veux pas perdre quelqu'un qui va changer de poste, qui va évoluer professionnellement, et qui ne seront pas forcément enclins à... On est d'accord. On revient un peu sur ce qu'on se disait, comment les entreprises vont aussi mener des politiques de fidélisation de leurs employés, la manière dont elles vont leur proposer des gestions de carrière pour les faire progresser, comment elles vont les accompagner tout au long d'une vie professionnelle. C'est aussi la question des reconversions en interne, en externe, etc. On y reviendra peut-être. Oui, on y reviendra. Et puis c'est vrai que les jeunes en particulier sont demandeurs de comment je peux me projeter dans votre entreprise. Comment est-ce que vous allez me faire évoluer? Comment est-ce que vous le disiez, ça nous rappelle Muriel Pénicaud, mon bagage de compétences va pouvoir être enrichi au fil du temps et au fil des années chez vous. Oui, complètement. D'ailleurs, ça fait écho, parce que vous évoquez Muriel Pénicaud, à toute la question aussi du passeport compétences, la manière dont on puisse avoir sur le marché du travail des compétences reconnues, certifiées, en confiance aussi, et ça c'est important, d'avoir des tiers de confiance qui garantissent aussi la solidité du bagage. Tout ça est embarqué aussi. C'est pas d'ailleurs simplement la loi 2018, on trouvait ces références-là, encore une fois, dans des accords interprofessionnels, donc conclus par les partenaires sociaux. Je crois qu'il faut trouver le point d'équilibre entre la volonté des partenaires sociaux, qui représentent aussi la réalité des entreprises, des salariés, et puis effectivement les pouvoirs publics qui ont quand même pris ces dernières années leurs responsabilités avec des initiatives, notamment sur le plan législatif. Stéphane Rémy qui est avec nous et qui fait partie de nos experts, avec Pascal Romanteau et Julie Gaillot qui sont là pour décrypter ce 6e baromètre que vous suivez. Je vois les chiffres qui montent, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en direct, ici depuis les studios 264 à Paris. On parle beaucoup de cette évolution, des compétences, de ce désir, mais aussi d'être accompagné, et en même temps du côté de l'employeur qui soit en co-construction avec moi. Le volet de l'information, Julie, être informé, justement, ça c'est un point aussi, l'information sur la formation professionnelle. Point positif, elle est encore en progression.
Alors oui, elle est encore en progression, hein, ce sentiment d'information. Mais malgré tout, bon, pardon de voir le verre quand même peut-être pas tout à fait à moitié plein, puisque on a toujours à peine un actif sur 2 aujourd'hui qui se sent bien informé sur la formation professionnelle continue. Donc, mais ça veut dire qu'on a une autre moitié qui est... Voilà, ça nous en laisse quand même 47% sur le carreau, si j'ose dire. Donc, vous voyez, et puis qui sont-ils, ceux qui ne se sentent pas bien informés? C'est intéressant de regarder leur profil, on y reviendra un peu dans le détail. Il y a notamment beaucoup de chômeurs, hein, qui sont ceux peut-être qui auraient pu bénéficier de ce type de dispositif. Bon, vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'être acteur de son parcours de formation professionnelle continue, de se sentir suffisamment en maîtrise, et l'information fait partie des outils dont j'ai besoin pour me sentir en maîtrise. Et là, on voit qu'aujourd'hui, on a quand même une certaine marge de progression en matière d'information, même si, c'est vrai Pascal, vous avez raison de le noter, ce sentiment d'information, il progresse de manière continue dans le temps depuis 2020. Et même en 6 ans, on a gagné 10 points. Ce qui n'est pas négligeable, j'en conviens. Voilà, on avait démarré à 43% la première fois qu'on a posé cette question en 2020. Et aujourd'hui, on est à 53% sur ce sentiment d'information. Mais on voit qu'il pourrait quand même encore largement augmenter. Et regardez un peu là, on voit où ça pêche, hein, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors, regardez un peu dans le détail ce que ça donne. Mais on voit que ce sentiment d'information, il va être corrélé à plusieurs facteurs. Et le premier facteur, c'est l'âge. Plus je suis jeune, mieux je suis informée sur la formation professionnelle continue. 74% des 18-24 se disent bien informés, pour 47% seulement des 50-64 ans. Donc plus je suis jeune, plus je suis agile, plus j'ai l'avenir devant moi. Le champ des possibles est ouvert, et plus en plus je maîtrise certaines clés. Alors que plus je suis âgé, plus je vais peut-être avoir mon employabilité qui diminue, et finalement moins je vais être informé. Et regardez aussi ce sentiment d'information sur les chômeurs, on en a déjà parlé, 36% uniquement. Et encore, vous voyez aussi dans la CSP un gap notable entre les cadres qui se sentent bien informés à 59% versus les ouvriers, 52% uniquement. On a 7 points de différence. Donc, qui se sent le mieux informé? Finalement, peut-être quelque part ceux qui ont le niveau d'employabilité le plus élevé, les cadres. Ceux qui en auraient le moins besoin, entre guillemets. Voilà, c'était un peu mon point. Alors que, chez les ouvriers qui ont l'employabilité en fait qui est moindre que celle des cadres, ce sentiment d'information est plus mitigé, alors que ce sont ceux qui en ont peut-être le plus besoin. Ensuite, si on regarde un petit peu dans le détail des différents sujets, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce sentiment d'information, je me sens bien informée sur 2 choses. On a à peine quand même une majorité qui se sentent bien informés sur le compte personnel de formation et les droits en matière de formation. 52% se sentent bien informés sur ces 2 sujets. Donc vous voyez que c'est quand même... c'est une toute petite majorité. Il y en a une toute petite majorité. En revanche, quand on parle des secteurs et des métiers porteurs en matière d'emploi, ils sont quand même 52% être mal informés, des possibilités que j'ai d'accompagnement. Là encore, ils sont une majorité à se sentir mal informés. Les lieux d'information ou encore les organismes qui proposent des formations près de chez vous. Tout ça, on a encore beaucoup de progrès à faire en matière d'information et surtout sur la question clé des modalités de financement des formations. 57% des actifs interrogés se sentent mal informés sur ce sujet, alors que aujourd'hui on sait que le pouvoir d'achat est clé. Ils ont quand même aujourd'hui un portefeuille qui va être extrêmement contraint, donc tout ce qui va concerner le financement est très important. Ce que vous voyez ici, ce sont ces différents sujets qu'on vient de voir, mais avec la clé d'entrée par âge. Et ce que vous voyez de manière très nette, c'est que sur l'ensemble des sujets, on observe une fracture entre les moins de 35 ans et les plus de 35 ans. Dans les moins de 35 ans, ce que vous voyez, c'est que ce sont les 18-24 qui se déclarent être bien informés, quel que soit le sujet. J'ai toutes les clés. J'ai toutes les clés, l'avenir s'offre à moi, je suis confiant, tout va bien. En revanche, quand on passe ce gap des 35 ans, on a un niveau d'information, en fait, qui décroît. Donc, s'il y a des populations à cibler, on a vu, ce sont les chômeurs, les ouvriers, et puis au niveau de l'âge, c'est au-delà de 35 ans, on a un sentiment d'information, en fait,
qui décroît de manière très nette. Même chose cette fois-ci, mais avec le niveau de diplôme qui est clé, vous le savez, quand on parle de ces sujets. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est que voilà, ceux qui vont se sentir les mieux informés, ce sont entre guillemets ceux qui sont de niveau Bac+2. Alors eux, voilà, ils semblent maîtriser l'ensemble des sujets qu'on a pu tester. En revanche, là où on observe un vrai déficit, ce sont ceux qui ont un diplôme supérieur à Bac+2. Et on voit qu'on a un déficit d'information chez eux, notamment sur les possibilités d'accompagnement, les lieux de formation ou encore les organismes qui proposent ce type de formation près de chez vous. Voilà, là, c'est les populations les plus diplômées qui font montre en fait d'un déficit d'information qui va être assez important. Oui, assez intéressant, assez surprenant. Inattendu, effectivement. D'habitude, ce sont souvent ceux qui déclarent tout savoir à peu près sur tout. Pardon, je fais voilà, je vais un peu rapidement, mais bon, ça fait 20 ans que je fais ce métier, c'est toujours le cas. Il y a du vécu, oui, voilà, on le voit régulièrement. Et j'en terminerai sur les moyens d'information. Comment est-ce que je fais pour m'informer sur la formation professionnelle continue? Ça passe essentiellement par des moteurs de recherche comme Google, dans 38% des cas. Donc on voit que le référencement, les mots-clés sont clés, si j'ose dire. Et puis également, en fait, voilà, l'information passe beaucoup par l'employeur, même plus qu'avant, +3, des sites internet spécialisés ou le réseau, le bouche à oreille. Voilà les 3 principales sources d'information sur la formation professionnelle continue. Voilà, je vous conseille évidemment le site de Centre Info. À ce propos, Pascal Romanteau, Pascal, en tant que directrice générale de Centre Info, c'est une bonne nouvelle. Il y a un progrès au niveau de l'information dont disposent les actifs sur ces sujets. Mais tout à fait, en tant que directrice générale de Centre Info, centre d'information sur la formation professionnelle continue, je crois, à l'époque. Voilà. Je peux que me réjouir, effectivement, de cette progression qui est nette, effectivement, qui montre effectivement le succès de certains dispositifs. Enfin, voilà, ça marque des points, c'est très bien pour nous. Je ne peux pas empêcher de regarder le verre moitié vide, vous disiez tout à l'heure, je crois, Frédéric. Ouais. Là, il est carrément presque à sec, du côté des chômeurs. Ouais. Du côté des chômeurs. Non seulement ils sont 64% à se dire mal informés, c'est même pas à peu près bien, c'est mal informés. Et par ailleurs, ce taux, il augmente. Petitement, certes, mais quand même, il a pris encore 1 point de plus que l'année dernière. Donc je pense que ça, collectivement, ça nous interroge. Je me retourne vers mon voisin, là aussi. Ben, que faisons-nous pour que ces gens-là, qui en ont objectivement le plus besoin, bien sûr, et enfin l'information dont ils ont besoin pour mettre en œuvre les dispositifs. Ouais. Voilà. Ça, je pense que vraiment c'est une question assez fondamentale. Je suis contente que notre baromètre la mette en exergue. Oui. Réaction peut-être Stéphane Remy par rapport à ça, sur ces canaux, sur où trouver l'information. Il y a peut-être aussi quelque part, alors je graisse un peu le trait, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je mérite, est-ce que je dois y aller, chercher l'information, ou est-ce que je ne suis pas, surtout pour les plus âgés En tout cas, ce qui me frappe, c'est sans doute des marges de progrès pour tous les acteurs qui contribuent à informer sur la formation et plus largement sur l'emploi, parce qu'on voit bien qu'il y a cet enjeu autour des métiers, et on sait, on a un gros déficit de méconnaissance des métiers, des filières, des capacités, ils offrent ces métiers à tout public, filles, garçons, et là je crois qu'il y a un gros sujet d'investissement sur la question de l'orientation. Sur des choses qui ne sont pas en rapport avec la réalité. Voilà. Donc là il y a un axe mais qui est très clairement identifié sur lequel on a vocation à travailler. Mais on voit bien qu'il y a quand même des réponses qui sont attendues qui devront être peut-être plus ciblées. On a à la fois donc, les demandeurs d'emploi, mais je pense qu'il faut rendre hommage quand même à tout ce qui est fait au quotidien par le réseau... par France Travail et le réseau France Travail, par le service public de l'emploi. C'est l'action des missions locales pour les jeunes, des Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Oui, parce qu'on parlait de lieux pour trouver de l'information. Il y a la PEC pour les cadres, donc il y a une mobilisation qui est très forte. Maintenant, il y a la perception aussi qui est liée aussi aux difficultés des parcours et des difficultés à s'insérer ou à trouver effectivement le bon moyen de se former, de trouver les financements. Il y a des dispositifs, je pense à la préparation opérationnelle à l'emploi, individuelle, collective, donc les outils existent. France Travail, les missions locales, Cap Emploi, APEC, ce sont des opérateurs de droit du Conseil en évolution professionnelle, donc il y a bien une offre. Maintenant, il faut faire évoluer cette perception et apporter des réponses concrètes, opérationnelles à ces demandeurs d'emploi, mais on voit dans le même temps qu'il y a une demande du côté des jeunes du SUP, qui est peut-être pas tout à fait la même demande, et qui, me semble-t-il, est assez logique. On le voit bien parce que se multiplient les salons, les occasions de rencontres, effectivement, sur la manière de continuer ses études, d'aller dans le champ de l'enseignement supérieur.
Et on sait que parfois, ils sont un peu perdus, les familles, les jeunes, il y a Parcoursup, tout ça, c'est pas facile de se repérer dans une offre qui est surabondante. Et donc je pense qu'eux ont besoin de cet accompagnement, parce que l'accompagnement dans le champ du supérieur pose effectivement des questions très fortes. On le sait, notamment sur l'apprentissage. Là aussi, on y viendra peut-être, mais ouais, on sait qu'il y a eu un boom très fort dans le champ de l'apprentissage dans le sup. Mais du coup, ça oblige les uns les autres à travailler cette question de l'accompagnement. Donc je pense qu'il faut qu'on apporte des réponses plus ciblées, nationales bien entendu, mais il y a aussi une question de territoire, bien entendu. C'est là aussi où les choses vont se jouer. Local, voilà. Et puis on le voit avec ces questions de choix, hein, où parfois, vous le disiez Stéphane, il y a un hyper choix et on a besoin d'être accompagné justement pour choisir. On est encore avec vous et toujours en direct avec ce 6e baromètre de l'emploi de la formation signé Centre Info avec notre partenaire CSA. On se retrouve dans quelques secondes. Merci d'être avec nous en direct pour ce 6e baromètre. 2 sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de tous les acteurs. L'apprentissage, vous en parliez Stéphane à l'instant, le CPF, la VAE. Les résultats, Julie, qu'est-ce qu'on a comme chiffres? Et on va parler de l'IA aussi, évidemment. Alors d'abord, pour commencer, en fait, on leur a demandé leur niveau de connaissance par rapport à certains dispositifs. Et ce qui est frappant cette année, en fait, c'est que les écarts se creusent. Les dispositifs qui étaient déjà bien connus par le passé sont encore plus connus cette année, comme l'apprentissage, 94% de notoriété, plus 3 par rapport à 2024, ou encore le bilan de compétences, 92% des actifs déclarent le connaître, plus 2 par rapport à 2024. Donc vous voyez, ils étaient déjà en haut du panier et ils le sont encore davantage. Sur la VAE, c'est stable, mais c'est bien, 88 actifs sur 10 déclarent connaître la VAE, dont 60% voient bien de quoi il s'agit. En revanche, si vous vous intéressez peut-être au bas du classement, on voit que le CEP, Pro A et Cléa, en fait, eh bien, on voit que cette année, ils ont une notoriété qui est plutôt en baisse, hein, -2, -2, -4, et que la notoriété s'installe à 45% pour le premier, 36 et 31. Donc ce sont des dispositifs quand même qui bénéficient d'un niveau de connaissance chez les actifs qui va être beaucoup moins élevé en fait que ce qu'on vient de voir. Ensuite, regardez ici comment les choses évoluent dans le temps depuis 2020. On voit que certains dispositifs bénéficient d'une très jolie dynamique positive, comme l'apprentissage, hein, la courbe en bleu clair que vous voyez en haut. Voilà, là, on atteint sur l'apprentissage un niveau de notoriété qui n'a jamais été égalé dans ce baromètre. Le bilan de compétences en jaune orangé qui évolue aussi très bien, la VAE qui est stable, et le contrat de professionnalisation. Le rouge un peu foncé que vous voyez là, et vous voyez qu'aujourd'hui le contrat de professionnalisation, voilà, il a une très belle dynamique et on fait plus 6 par rapport à la première mesure qui avait été effectuée en 2020, donc il fait partie de ceux qui gagnent presque le plus de points, et puis vous voyez les autres en fait qui bénéficient d'une notoriété qui va être plus minoritaire, hein, ce qu'on voit sur le CPF transition professionnelle aussi, ça évolue extrêmement bien, hein, plus 15 points en l'espace de 6 ans. La première fois qu'on avait posé la question, seuls 45% des actifs déclaraient connaître le CPF transition professionnelle. Ils sont aujourd'hui 60%. Donc voilà, il y a certains dispositifs qui pénètrent bien dans l'ensemble de la population des actifs et qui sont de mieux en mieux connus. Ici encore, on vous a remis en fait les différents dispositifs et leur notoriété en fonction de l'âge des répondants. Eh bien, on voit encore que les choses sont très différentes selon qu'on a plus ou moins de 35 ans. Les plus jeunes, entre guillemets, c'est-à-dire les moins de 35, ils vont avoir un meilleur niveau de connaissance de ce qui va être peut-être un peu moins connu de l'ensemble de la population. Donc les moins de 35 ans, ils connaissent mieux que les autres le contrat de professionnalisation
professionnalisation, le CPF Transition Pro, le CEP Pro A et Cléa. Vous voyez, donc ça c'est assez frappant parce que dans le reste de la population, la notoriété est assez minoritaire. En revanche, quand vous passez sur l'autre génération, c'est-à-dire les plus de 35, on voit que eux, ils vont avoir un meilleur niveau de connaissance des dispositifs les plus classiques, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, qui sont l'apprentissage, le bilan de compétences ou la VAE. Là, ce sont des choses qu'ils connaissent beaucoup mieux. En tout cas, quelles que soient les tranches d'âge, on voit, je me tourne vers vous Stéphane Rémy, qu'il y a un succès qui ne se dément pas sur tous ces dispositifs. Et ça fait plaisir parce que c'est une boîte à outils à la main de chacun en fait. Oui, je pense que c'est spectaculaire, mais pas une grosse surprise de voir effectivement ces excellents chiffres en matière de notoriété de l'apprentissage. Et on voit bien que c'est quelque chose qui parle à tous, et c'est très bien. Donc oui, l'apprentissage, je crois qu'on récolte quand même les fruits d'un investissement qui a été très marqué effectivement par la loi du 5 septembre 2018, qui a complètement rénové notre système d'apprentissage en France. Et malgré des contraintes, elles sont existantes en matière budgétaire notamment. On a eu des décisions qui ont été difficiles en 2024. Oui, il y a eu un peu des atermoiements, on ne savait pas trop. En tout cas, il y a une recherche aussi d'une efficacité coût qui est aussi légitime. On est dans un contexte budgétaire, efficience, voilà, selon la doxa. Mais oui, il y a une légitimité, bien sûr, à développer l'apprentissage, parce qu'on sait que c'est une excellente réponse d'insertion pour tous les niveaux de certification. Et donc, voilà, c'est à saluer, y compris dans le champ de l'enseignement supérieur. Et en même temps, voilà, c'est un coût aussi réel pour les finances publiques. Je parle notamment des aides aux employeurs, même si elles ont, dans leur principe, été réaffirmées, elles ont été modulées selon la taille de l'entreprise, mais elles sont toujours existantes. On soutient donc à l'apprentissage. On finit l'année 2024 en positif, plus 3,2% sont les chiffres de la DARES. Donc ça malgré fait des contrats, ça, Stéphane, ça fait près de 880 000 contrats en flux, en entrée en apprentissage, plus d'1 million en stock. Donc c'est considérable, c'est inédit évidemment en France. Je rappelle qu'avant réforme, on était aux alentours de 300 et quelques mille en flux. Oui, toute proportion gardée, on se comparait avec la Suisse en se disant, tiens, si on arrive à faire ce qu'il veut, ça me rappelle Florence Pauvet, parce que ça nous parle. Oui, et puis on nous regarde aussi sur ces sujets. Quand j'évoquais les sollicitations européennes et internationales, il y a deux sujets. Il y a le CPF et il y a l'apprentissage. Donc voilà, maintenant, ça nous oblige aussi collectivement, et on le sait, sur les enjeux qualitatifs, notamment d'accompagnement, de respect des missions aussi de ce qu'est la notion de CFA. On a aussi parfois des dérives, des choses qu'il faut prévenir et combattre et sanctionner. Ça veut dire que pour être clair, vous parliez de contraintes budgétaires, périmètre d'éligibilité aussi Alors plutôt sous l'angle du CPF, oui. On a resserré effectivement le périmètre d'éligibilité, alors notamment sur le champ de la création-reprise d'entreprise. Non pas qu'on ne veut pas soutenir la création-reprise, on a bien besoin justement d'accompagner les créateurs ou les repreneurs, mais dans les règles de l'art. Et là, on avait un certain nombre d'écarts par rapport à ce qui se faisait, et puis surtout, on a des certifications désormais, une trentaine, je crois, de certifications qui sont éligibles au CPF en la matière. Donc on a la surface pour pouvoir aller chercher, dans le cadre de son CPF, une certification en lien avec ces enjeux de professionnalisation sur ce qu'est la création et la reprise d'entreprise. Ça ne s'improvise pas de créer sa boîte et de la maintenir et de la préserver, et non pas d'apprendre tel ou tel métier. C'est pas ça qui est visé par le CPF, c'est bien d'être professionnel en matière de création et reprise d'entreprise. Il y a un point important aussi que vous évoquez en filigrane depuis le début de nos échanges, Stéphane, c'est la co-construction. Là, la ministre a été claire, avec co-construction avec les partenaires sociaux, pour tout ce champ des possibles. Oui, donc je vous le disais tout à l'heure, on a d'abord concrètement sur le CPF un décret au Conseil d'État qui a été examiné par la section sociale et donc qui va fluidifier, sécuriser, c'est important, les financements des tiers, des employeurs, des branches, de tous ceux qui veulent pouvoir doter les comptes des titulaires. Donc c'est bien cette logique de co-construction. Il y a toujours l'initiative de la personne, ça reste, d'ailleurs ça a été rappelé par le Conseil d'État très fortement, on reste dans le respect de l'initiative donnée aux salariés, ou à la personne qui mobilise son compte, mais il y a des possibilités qui sont des possibilités objectives lorsqu'on n'a pas assez de sous ou qu'on veut mener un projet à bien, de pouvoir aussi bénéficier, lorsque l'intérêt de l'entreprise est également concerné, de pouvoir avoir ce co-investissement. Et donc c'est le sens de ce décret en Conseil d'État. L'apprentissage d'alternance, on parle du contrat de pro, qui est la partie formation continue de la pédagogie de l'alternance. Dans les deux cas, on est sur cette pédagogie-là. On voit bien que là aussi, c'est gagnant-gagnant pour le jeune ou l'adulte. Pour le contrat de pro, c'est ouvert aux adultes, et pour l'entreprise. Et donc, cette rencontre-là, cette logique de rencontre me semble être un peu le point d'orgue, peut-être, des solutions, et au final, se dire que tout le monde a sa responsabilité individuelle, mais aussi en rencontre avec les autres. On parlait de tranche d'âge tout à l'heure avec Julie aussi. On peut faire un focus aussi
aussi sur les seniors, les métiers en tension. Ça, c'est tous des sujets qui sont connexes. Hein. Oui. Puis on aura sans doute là dans les prochains jours, en tout cas, cette volonté de permettre notamment à la discussion, à la négociation des partenaires sociaux, de se saisir de la question des reconversions, des transitions. Et donc derrière, c'est effectivement le maintien dans l'emploi, reconversion interne, avec un allongement des carrières. On le sait, la durée aussi de l'emploi qu'on va passer dans telle ou telle entreprise ou branche. Ça peut être des transitions externes, par choix, on l'a vu. Hein, ça peut être une volonté objective de changer, de se reconvertir, de revenir parfois à des métiers passion. Hein. On a beaucoup ce genre d'histoire. Finalement, on a fait une carrière dans un secteur donné, et puis on a envie de revenir sur un métier plus artisanal. Qui se rencontre. Hein, exactement, et on a le droit de changer, et c'est très bien comme ça. Et puis donc voilà, il y a tout quand même ce qu'on constate en matière de tension, de recrutement, qui font qu'il y a des opportunités d'emploi, et donc parfois ça peut être l'occasion évidemment d'assurer cette transition. Ce sont des discussions, des négociations qui devraient pouvoir s'enclencher rapidement, prochainement. En tout cas, je sais que c'est la volonté de la ministre Astrid Panosyan-Bouvet de donner l'occasion aux partenaires sociaux de se pencher sur ces questions. Et c'est évidemment donc l'emploi des seniors qui est aussi une problématique d'enjeu qui se pose à travers ce questionnement. Voilà. À travers ce questionnement. Et Stéphane Rémy, donc, qui représente la DGEFP, aura à cœur de nous en parler prochainement. Troisième partie de cette émission, c'est la thématique que j'évoquais au début de l'émission, le thème central, en partenariat avec l'Institut CSA, les transformations induites par l'intelligence artificielle. L'IA, on ne parle que d'elle, en particulier l'IA générative. Est-ce qu'elle est générative ou génératrice de tension, d'ambition, d'angoisse, d'extase. On en parle avec vous, Pascal. La particularité de ce baromètre, c'est effectivement d'avoir une séquence focus chaque année. Connaissance des actifs par rapport à l'intelligence artificielle, le cadre dans lequel on peut faire usage de cette intelligence artificielle, les bénéfices attendus, et puis quels accompagnements, quelles formations. Voilà les 4 grandes séquences que je vous propose. Vous avez d'ailleurs rappelé dans vos propos introductifs en début d'émission, Pascal, que c'est un enjeu national, mais formidable opportunité aussi, évidemment, pour Centre Info que vous dirigez. Hein. Oui, tout à fait. Nous, on est bien sûr un peu au cœur, naturellement, de tout ce qui fait transformation de la formation et de l'emploi. Donc, sur ce champ-là qui est arrivé comme ça, brutalement, il ne fallait pas rester en reste. On s'est rapproché de 2 partenaires majeurs dans le champ pour essayer de travailler avec eux dans des groupes de travail, très concrètement. Est-ce que ce qu'on se propose de faire, l'un des 2, c'est déjà fait, c'est de construire une offre de formation et d'accompagnement aux acteurs de l'écosystème sur ce champ-là, spécifiquement. D'ailleurs, j'ai plaisir à vous dire qu'on est en train de construire, on va d'ailleurs la mettre en œuvre tout prochainement, une action co-construite avec l'expertise juridique de Centre Info et puis la capacité plus opérationnelle d'une de nos pépites, un jeune pousse, si je puis dire, on a un petit corner de l'innovation à Centre Info. Voilà. On va réunir ces deux capacités à faire et proposer une offre un peu complète qui va de l'expertise juridique, le cadre général, à comment ça va se mettre concrètement en place dans votre entreprise, dans votre organisme de formation, très concrètement. Concrètement, c'est ce qu'on fait. Voilà, donc on le voit, l'expertise juridique que vous évoquiez de Centre Info, et puis la mise en pratique opérationnelle. Oui. Qu'est-ce que ça signifie avec les startups de ce corner de l'innovation que vous animez avec vos équipes, Pascal. Julie, des données chiffrées qui vont vous intéresser, vous qui nous suivez en direct, car il y a beaucoup de transformations qui sont induites évidemment par l'intelligence artificielle. On parle de ces transformations, on parle de la rapidité aussi de ces transformations. Moi, j'ai envie de poser la première question, d'ailleurs vous l'avez posée aux personnes que vous avez interrogées. Connaissance des actifs par rapport à l'IA, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, je le disais, d'excitation et puis aussi de crispation. Hein. En effet, on va voir un peu quel regard ils portent sur ces outils d'intelligence artificielle, mais avant toute chose, qui aujourd'hui, parmi les actifs, n'a pas entendu parler de l'IA ? Enfin, quasiment personne. Hein. Voilà. C'est-à-dire, on n'a que 3% des actifs interrogés qui déclarent aujourd'hui être passés un petit peu entre les mailles. Hein, sur une île déserte. Hein. Qui sont, avec les pingouins peut-être, qui n'ont pas entendu parler de l'intelligence artificielle. Ça nous laisse quand même 97% d'entre eux qui en ont entendu parler, et même 71% qui voient bien ce dont il s'agit. On remarquera que c'est parmi les cadres et ceux qui travaillent dans le secteur des services qu'on a les niveaux de connaissances qui sont les plus affirmés. Bon alors,
ils le connaissent, mais ça ne nous dit pas s'ils sont à l'aise ou pas avec ce type d'outil. C'est ça. Bon, aujourd'hui, voilà, ils sont plutôt à l'aise. Bon, c'est pas un raz-de-marée, hein, ils sont à peine 2/3 à être à l'aise avec les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, par exemple. Bon, ça fait 36% malgré tout, voilà, qui sont pas très à l'aise avec ce type d'outils. Et vous voyez que c'est très typé. Au niveau de la population, il y a une segmentation qui est extrêmement claire. C'est-à-dire, qui est-ce qui va être à l'aise? Les 18-24 ans, les 25-34 ans, hein, toujours cette fameuse barre à moins de 35, plus de 35, qui semble être assez déterminante dans la vie professionnelle. Voilà, et certainement dans beaucoup de choses par ailleurs. Hein, mais en tout cas, voilà, là, il y a deux vies séparées. Hein, il y a une vie après 35 ans, a priori. Pas du tout. Hein. Les cadres, revenons à nos moutons, 74% d'entre eux déclarent être à l'aise, et puis ceux qui travaillent dans le secteur des services. Donc on voit que c'est très très typé. Je suis jeune, je suis cadre, je travaille dans les services. Voilà, j'habite la région parisienne. Mais je coche un peu toutes les cases. Là. Voilà, c'est un peu toujours les mêmes. Ouais. À l'inverse, qui est-ce qui n'est pas à l'aise? Les fonctionnaires. 51% d'entre eux ne sont pas à l'aise. Ça, c'est très typé aussi. Ceux qui ont bien entendu entre 50 et 64 ans, hein, donc ce sont les plus âgés de notre échantillon, les seniors dans la vie professionnelle, hein, en entreprise. Ceux qui travaillent dans le secteur de l'administration, santé, action sociale, 48% ne sont pas à l'aise. Les chômeurs, les habitants des communes rurales, etc., etc. Donc il y a vraiment deux mondes. Il y a deux mondes très différents, en fait, et qui n'ont pas du tout les mêmes perceptions et les mêmes niveaux d'aisance avec ce type d'outils. Et d'ailleurs, donc, on a vu, bon, tous connaissent un sentiment d'aisance qui est très clivé en fonction de qui je suis jeune, j'habite Paris, je suis dans le secteur des services, etc. Et est-ce que je me sens bien informée, qui est encore une autre chose, hein, puisque malgré tout, eh bien, vous avez quand même 4 actifs sur 10 qui disent se sentir mal informés par rapport à l'IA. Alors, certes, c'est pas la majorité, mais là, ça commence à devenir une proportion non négligeable d'actifs qui se sentent pas très bien informés. Qui ont toujours les mêmes, les fonctionnaires, ceux qui sont secteur administration, les seniors, les chômeurs, le rural, etc. Donc on voit que là, il y a quelque chose à faire sur le niveau d'information de ces actifs pour qu'ils puissent se saisir, comme les autres, de la révolution qui s'annonce. Oui, il faut s'en emparer, mais pour s'en emparer, il faut savoir quel est le champ des possibles. Alors justement, on va faire un gros plan avec vous maintenant, Julie, sur les usages. Alors l'IA, sympathique, a priori, même si y a des zones d'ombre parce que tout avance très vite. Mais pourquoi faire? Effectivement, quand on détaille un petit peu, on leur a demandé si, voilà, la manière dont ils utilisent l'IA, on voit qu'aujourd'hui, on a un actif sur 2 qui déclare utiliser l'IA dans le cadre professionnel et même 43% qui va l'utiliser au moins une fois par mois. Donc 1 sur 2, et quand je suis concernée, dans les 1 sur 2, c'est à une fréquence qui semble quand même assez élevée. Hein, pour ceux qui ont sauté le cap, ils semblent être un petit peu accros, si j'ose dire. Et ensuite, si vous regardez un peu pourquoi est-ce qu'ils, voilà, dans quel contexte ils vont se servir de l'IA, il y a 2 choses qui se détachent très nettement. 1, je me sers de l'IA pour augmenter mes capacités de recherche d'informations. 2, je me sers de l'IA pour augmenter mes capacités rédactionnelles. Voilà les 2 principales raisons pour lesquelles les actifs aujourd'hui se servent de l'IA. Oui, je veux gagner du temps et je veux me délester de ces tâches chronophages. Hein. C'est l'IA qui va le faire à ma place, hein, si je résume un petit peu ce que vous dites, Julie. Maintenant, et Pascal Remonteau y faisait référence tout à l'heure, il y a un champ des possibles qui est énorme, il y a des bénéfices attendus, mais il y a aussi des incertitudes et des risques et des limites. Vous avez interrogé le panel là-dessus. Hein. Effectivement, alors on voit qu'ils ont quand même une vision qui va être assez nuancée de l'IA et que, alors certes, comme vous l'avez dit Frédéric, on a 3/4 des actifs qui nous disent « Ah oui, c'est sûr, ce sont des outils qui nous permettent de gagner du temps. » 76%, ça grimpe à 84% chez nos cadres. Donc oui, c'est très pratique, ça me permet de me délester de certaines tâches chronophages et pas toujours très passionnantes. Mais, il y a beaucoup de mais l'IA, pour 77% d'entre eux, ça risque de créer une dépendance et de réduire les compétences rédactionnelles créatives de tout un chacun. Non. Ça risque, voilà, de nous faire baisser en niveau quand même, pour 77% des actifs interrogés. 71% nous disent que finalement ça remplace un peu des interactions et des collaborations humaines. Donc voilà, le champ un peu social cette fois-ci, des interactions et du lien social en entreprise qui peut s'en trouver affecté. 69% nous disent que ça peut représenter des risques éthiques
ou sociaux, et 65% nous disent que ça peut représenter un risque par rapport à la qualité du travail, notamment sur la fiabilité des informations qui vont être fournies par l'IA. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans une version, une perception très béni oui de l'IA, tout est beau, tout est formidable. Au contraire, ils ont une vision qui va être très mesurée, même si 65% d'entre eux nous disent « Ah oui, ça favorise l'innovation », 65% nous disent ça permet d'augmenter la productivité et 60% ça permet d'offrir de nouvelles opportunités d'apprentissage professionnel. Donc, vous voyez que c'est assez nuancé et au final, 50% nous disent que ça a un impact sur mon métier. Quand vous faites le bilan de tout ça, ce qu'il en ressort, c'est quand même une tonalité positive, hein, même si c'est nuancé, puisque vous voyez que 43% nous disent que l'IA, c'est une opportunité dans le monde professionnel, 27% seulement une menace et 30% ni l'un ni l'autre. Donc ce qui s'en dégage clairement, c'est plutôt le côté opportunité, même si vous l'avez vu, aujourd'hui ils sont quand même assez méfiants. Et pour ceux qui l'utilisent déjà, on leur a demandé si ça va transformer significativement ou pas leur manière de travailler, si on se projette. Vous voyez que 78% de ceux qui l'utilisent déjà nous disent que ça va avoir un impact significatif sur leur pratique professionnelle d'ici à 5 ans. Donc, si on les écoute, voilà, ils nous annoncent quand même une sorte de mini-révolution. Et quand il y a une mini-révolution comme ça qui arrive, mieux vaut être formé. On est bien d'accord, il mieux vaut être bien informé. Vous êtes avec nous en direct pour suivre ce 6e baromètre de la formation et de l'emploi proposé par Centre Info en partenariat avec l'Institut CSA. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. On aura en fin d'émission, d'ici quelques minutes, la session de questions-réponses. Vos réactions aussi, ce ne sont pas que des questions. N'hésitez pas par rapport à ces résultats qui sont vraiment très intéressants. Julie, vous avez fait un joli teasing sur l'accompagnement, sur les formations qui peuvent être proposées justement par rapport à cette appréhension à tous les sens du terme de l'intelligence artificielle. Oui, effectivement, ce que vous voyez ici, en fait, c'est qu'aujourd'hui, 72% de ceux qui utilisent l'IA, donc je parle de ceux qui sont déjà dedans, ressentent un besoin de formation par rapport à l'IA. Donc on voit que le besoin de formation par rapport à ces outils, aujourd'hui, il est flagrant. Et quand on leur demande, oui, alors dites-moi de quel niveau de formation vous auriez besoin, et on voit que pour 90% d'entre eux, c'est du niveau débutant ou du niveau confirmé et 7% seulement du niveau expert. Donc on est vraiment sur, voilà, on est loin d'avoir des publics qui ont pris les choses en main et qui se sentent parfaitement à l'aise avec tout ce type d'outils. Et ensuite on leur a également demandé en fait de quel type de formation vous auriez besoin. En fait ils ont besoin de tout, c'est ce qu'on voit, voilà. Forcément il y a une hiérarchie qui s'opère, mais vous voyez que rien ne se dégage finalement très clairement, même s'ils choisissent en un, j'aimerais être mieux formé pour pouvoir choisir des outils d'IA qui va être adaptés à mes différents besoins, ou encore utiliser des outils d'IA pour automatiser certaines tâches répétitives, ou encore évaluer la fiabilité des informations fournies par l'IA. Mais ce que ça nous dit concrètement, ce type de chiffres, c'est que ils sont un peu démunis et du coup ils disent un peu oui à tout, parce qu'il y a un besoin de formation qui est quand même très prégnant au sein de notre population des actifs. On les aide à défricher en fait un peu de ça manque peut-être un peu de boussole, ça manque peut-être d'une carte pour savoir où je dois aller et comment et est-ce que c'est la bonne direction, etc. De les aider, parce qu'ils ne sont que 38%, ceux qui l'utilisent ne sont que 38% à avoir bénéficié d'une formation. Donc c'est quand même relativement peu, pour un outil qui est quand même, qui peut parfois être un peu complexe. Et de quel type de formation ont-ils bénéficié? Essentiellement, il va s'agir d'évaluer la fiabilité des informations qui va être fournie par l'IA, de choisir des outils qui vont être adaptés à mes besoins, ou encore de maîtriser les enjeux liés à la confidentialité et à la protection des données envoyées sur une IA. Voilà essentiellement les types de formations qui vont être suivies. Mais ce que nous dit en fait ces derniers chiffres sur l'IA aujourd'hui, c'est qu'il y a un besoin de formation par rapport à l'IA qui est extrêmement important, et surtout quand on sait en fait la petite révolution que ça peut constituer dans les années à venir pour nos actifs.
Petite révolution et grands enjeux, effectivement. On va demander à Pascal Romanteau, Pascal, votre réaction par rapport à ces chiffres. Du côté de Centre Info, par rapport à l'intelligence artificielle, vous commenciez à en parler tout à l'heure, il y a beaucoup d'engagement. Hein. Oui, tout à fait. J'ai déjà cité tout à l'heure dans les initiatives que nous avions prises avec 2 de nos partenaires majeurs du secteur. Il y a aussi tout le travail historique et fondamental par rapport au métier de Centre Info de veille, de documentation. Hein. Ouais. Donc on fait des articles, on documente, on explique, on informe, etc. Si vous lisez notre presse, effectivement, ils ne sont pas rares, les articles à parler de cela, des initiatives qui sont prises ici et là, des exemples. Bon, c'est quand même très riche. Et puis, il y a bien sûr Centre Info en tant qu'entité juridique. Effectivement, nous avons fait le choix, effectivement, de former ou d'informer à ce stade à peu près 50 des salariés de Centre Info, voilà, une cinquantaine de salariés, pour qu'ils sachent un peu de quoi ils retournent et comment ça peut s'utiliser pour qu'ils puissent un peu plus finement, demain, choisir l'outil qui leur convient le mieux. C'est le choix qu'on a fait. Oui, voilà, de pouvoir former et informer ceux qui ensuite vont former et informer. Excusez-moi, j'oubliais, il y a aussi des formations dans notre catalogue. Il n'y a pas que l'interne. J'ai oublié de le mentionner, effectivement. Voilà, des formations qui sont prévues dans ce vaste catalogue de Centre Info. Hein. Voilà, donc vous pourrez, je vous parlais du site de Centre Info, allez trouver de l'information. Stéphane, ami Stéphane, un sujet sur lequel évidemment l'État est fortement mobilisé. Il s'est passé quelque chose il y a quelques jours, un grand événement. C'est beaucoup d'investissements. Hein. Je voudrais, vous nous parliez justement de la position des pouvoirs publics et puis réaction à ces chiffres que vous écoutiez avec attention. Je pense qu'il y a un enjeu d'informer, c'est très clair. Il y a comme une belle maturité hein, sur le baromètre. Et il y a aussi la question de débattre. Je pense que c'est devant nous et qu'il va falloir se saisir de toutes les occasions possibles. En tout cas, le ministère du Travail l'a initié à travers un outil, un lab public qui est Laboria. Et parmi les objectifs, il y a cette idée aussi de bien contribuer au débat public. Chacun a vocation à pouvoir discuter, dialoguer, s'informer, parce que ça pose quand même pas mal de questions d'éthique, de transparence. Les avocats se penchent dessus. Dans le secteur audiovisuel, bien évidemment, parce que les métiers de la création sont particulièrement attentifs à ce qui va se faire, enrichissement ou substitution ou gain de temps. Enfin voilà, on voit que... Parler du doublage, des scénarios. Bien sûr. Écoutez, il n'y a pas très longtemps, aux Assises de la compétence qui étaient organisées par le CNAM, il y avait une table ronde, il y avait le représentant de l'AFDAS qui expliquait très bien la manière dont... voilà, c'est un représentant de l'AFDAS, donc de Thierry Teboul, qu'on salue, sur ces questions-là. Mais j'imagine que, d'une manière générale, il y a bien d'autres secteurs qui sont concernés. L'industrie, la question de l'IA est très ancienne. Hein. Robotique, la robotique, tout ça, ça c'est ce que me disait Thierry Baril, le DRH d'Airbus, qui me disait, mais la maquette numérique pour les avions... C'est pas non plus, mais là, il y a quelque chose qui, là aussi, s'accélère. Alors, d'abord, il faut être aussi un peu positif. Hein, moi, j'aime bien, vous le savez. D'abord, la France est un leader. Voilà, elle s'est affirmée en tant que telle, avec des objectifs très ambitieux. On a rappelé l'investissement attendu, 109 milliards. Alors, il y a déjà des investissements qui étaient connus. Il y a des nouveaux investissements qui ont été mis en exergue à l'occasion du sommet international que la France a accueilli, hein, donc avec une centaine de pays, l'Inde en coprésidence, avec un partenariat stratégique hein, sur ces questions, avec l'ambition de devenir un leader européen et mondial en la matière. On a des atouts, nos data centers, l'électricité décarbonée, des jeunes formés. Hein. Des jeunes formés, on l'a dit, des chiffres impressionnants. On veut passer, je crois que c'est 40 000 actuellement à 100 000. Dont 20 000 en formation continue. On voit bien que le continuum, formation initiale, notre système éducatif, et ensuite les voies à travers l'apprentissage, puis de la formation continue, parce que ça va s'accélérer. Dans le temps. Hein. L'intelligence va devenir de plus en plus intelligente, en tout cas on peut le supposer, donc il va bien falloir effectivement s'adapter, mais sans panique. Mais pour ne pas paniquer, il faut pouvoir être informé, débattre sereinement, et donc tous les professionnels, quel que soit leur angle de vue, les chercheurs, les experts, les juristes, ont vocation à se saisir de ces questions. Du point de vue organisationnel, on a un règlement européen, c'est aussi une affaire évidemment européenne, donc qui encadre et qui tend, comme toujours, à chercher à harmoniser les pratiques, les procédures des États membres. Et cadrer, en fait. Hein. Il faut cadrer, et notamment l'article 70, pour ceux qui veulent regarder de manière un peu plus précise, détaillée, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les sujets emploi-formation sont des zones à risque, il faut qu'on puisse s'organiser avec une seule tête de pont, une autorité de surveillance qui va s'impliquer particulièrement pour chaque État, il faut le faire, et la France, évidemment, va devoir s'organiser parce que il y a aussi des choses qui vont être moins positives, des mauvaises pratiques, on le voit bien. On avait les fake news, maintenant on a aussi la transformation des images qui peut évidemment être erronée, trompée. Il y a tout.
tout, malheureusement. Et donc ça pose quand même des problèmes aussi de respect, donc on l'a dit, de la création, de la propriété intellectuelle, de nos propres vies, parce que c'est aussi des outils qui peuvent être mis à mal pour surveiller. Voilà, donc il y a des choses sur lesquelles il faut quand même se poser les bonnes questions en matière d'éthique, d'encadrement, de transparence, et de se fixer des règles du jeu pour qu'on puisse être à l'aise, pour reprendre la formule, à la fois dans l'usage, mais aussi dans la manière dont on va utiliser l'IA, parce que l'enjeu de la contextualisation, pour ceux qui la pratiquent déjà, savent que c'est quand même une des questions clés, pour bien choisir aussi son IA, l'IA générative, etc. Voilà. Il y a un livre intéressant de Luc Ferry qui est sorti sur l'IA, où il nous disait qu'il faut faire attention, parce que souvent, et la plupart du temps, l'IA est nourrie par des Californiens, donc ça veut dire qu'il y a un angle qui est pris. Donc appréhension de ces sujets avec vigilance, vous le disiez, Stéphane. Alors ils sont bien là, c'est pas de l'IA, on est vraiment en direct avec Julie Gaillot, voilà, avec Pascal Romanteau encore, et avec Stéphane Rémy, parce qu'il y a de l'émotion qui passe en plus de l'expertise. Vos questions, les questions que vous nous posez, les questions que vous posez, elles vont apparaître sur l'écran qui est devant moi, et nos experts vont pouvoir y répondre. Nous sommes en direct. Quelles sont vos réactions par rapport justement à ce baromètre et quelles sont les questions que vous vous posez, les besoins d'informations complémentaires qui vous viennent à l'esprit. Elles vont arriver sur cet écran, ça ne devrait pas tarder. Et avant qu'elles n'arrivent, peut-être une question pour... on parlait des risques éthiques. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur ces questions de risques éthiques. Il y a un point qui était intéressant aussi qu'a relevé Julie sur le lien social aussi. Qui veut réagir, peut-être vous, Stéphane? En tout cas, c'est exactement ce que j'ai entendu lorsque j'ai assisté à ces tables rondes là, dans le contexte des assises de la compétence du CNAM. J'ai jamais autant entendu parler en accompagnement des questions d'IA que de lien social, d'accompagnement, de contrôle aussi par l'humain de l'IA, donc qu'elle soit bien un outil au service d'eux. Et donc il y a une demande, quels que soient les publics, des publics en insertion ou des professionnels, il y a cet enjeu qui est très posé du lien social de l'humain. Donc c'est plutôt rassurant, le capital humain a encore je l'espère, de belles années devant lui. Et c'est un peu le défi quand même qui nous est posé, comment la technique, la technologie devient utile. Certes, elle va transformer un certain nombre d'emplois, voire même en supprimer, elle va en créer aussi. Parce qu'il y a des chiffres qui sont un peu hallucinants par rapport à ça. Personne n'est d'accord. Enfin, comme souvent, les projections sont faites pour être détrompées, modulées. Mais l'impact est réel, il s'accélère, et donc en tout cas c'est une question qui doit être débattue d'un point de vue démocratique, j'ai envie de dire. Donc il faut que chacun puisse librement s'en saisir, dans les familles aussi. C'est des questions d'éducation, même si on est un peu largué par les enfants. Mais il faut accepter qu'on est quand même sur un débat de société. J'ai demandé ce matin, là, avant de partir à Mistral, quels étaient les méfaits, en tout cas les dangers. Perte d'emploi, discrimination, sécurité cyberattaque, alors autonomie des armes, on voit bien dans l'intelligence dans certaines armes, surveillance de masse, dépendance technologique, ça aussi la question de la souveraineté est posée. Bien sûr. Responsabilité, transparence, on en a parlé, on n'a pas dit impact environnemental, parce qu'il y a de l'énergie derrière, il y a des matières premières, il faut aller les chercher, manipulation de l'information. Bien évidemment, c'est aussi le risque. Que vous évoquiez, Et alors après, il y a des risques existentiels, là c'est un peu plus anxiogène encore, c'est le 10e point. Voilà ce que m'a sorti à Mistral ce matin. Pascal, réaction, Julie, par rapport à ces sujets Non, c'est vrai que c'est tout à fois porteur de promesses, on entend des choses merveilleuses, etc. Et puis de terribles angoisses. C'est ce que je décrivais effectivement dans cette polarité, effectivement, des réactions du sujet. C'est la même chose. Si je vois les gens qui sont tout feu, tout flamme, et puis il y a les gens qui vont rester un peu sur le côté et qu'il faut, eux, accompagner. Et à mon avis, trouver un modus operandi un peu central pour qu'on puisse l'utiliser au mieux, en toute transparence, en toute sécurité, etc., que ça apporte effectivement quelque chose à ceux qui l'utilisent. Quand bien même ça tue certains emplois, quand bien même ça tue quelques pratiques, que collectivement, au sens intérêt général du terme, on en sorte grandi. C'est ça l'objectif. Que ça élève et l'IA au service de l'humain, vous le disiez, Pascal. Julie, l'humain, de l'économie, au service de quelque chose. C'est ça. Julie, réaction? Oui, alors je trouve intéressant le point qu'a souligné Pascal, en effet, parce que certains sont tout feu, tout flamme, et d'autres freinent des cas de fer. Et on voit que c'est deux populations qui sont très, très différentes.
Et c'est ça qui est frappant, hein, c'est qu'on a nos jeunes, nos cadres, ceux qui travaillent dans les services, dans l'agglomération parisienne, qui disent allons-y. Voilà, embarqués et emballés en fait par cette perspective, et alors qu'on a d'autres populations qui peuvent parfois être un peu plus en difficulté, comme des chômeurs, des seniors. Et on a également des fonctionnaires, ceux qui travaillent dans le domaine sanitaire et social, etc., qui sont plus en retrait. Et comment on fait, en fait, pour les aider et pour pas, justement, qu'ils restent en retrait par rapport à ces sujets? Parce que je pense que de gré ou de force, on va bien tous finir par y aller. Ouais. Il y a une réaction qui est aussi une question, souvent à des moments clés de la vie privée. Je lis cette question, parfois suite à un bouleversement personnel, le changement devient une nécessité et il est regrettable que le défaut d'information sur les financements ajoute à la complexité. Pourquoi bon, Non, voilà. Non, parce qu'on parle non, mais évidemment, je prends la perche volontiers parce que l'enjeu de simplification, il est clairement posé. En tout cas, la ministre Astrid Panosyan-Bouvet l'a posé clairement, notamment sur les sujets de reconversion, d'accompagnement. C'est vrai que les dispositifs sont nombreux, ce qui explique d'ailleurs en partie un peu leur méconnaissance. Je pense à la promotion reconversion par alternance. Par définition, par nature, elle s'occupe de reconversion. Mais en réalité, ce sont des reconversions internes, on est lié à des accords de branche étendus, donc à toute une procédure de négociation des partenaires sociaux, donc il n'y en a pas dans tous les secteurs. Donc avant que ça puisse irriguer à une démarche d'un salarié, puis ça va être plutôt donc, à l'initiative de la branche. Voilà, donc il y a tout ça qui peut expliquer, par exemple, sur ce dispositif, mais il y en a bien d'autres. Le congé mobilité, il y a le CPF de transition, on l'a vu, même si sa cote de notoriété progresse, donc le projet de transition professionnelle, le CPF, qui est aussi possiblement un usage de reconversion. Donc il y a sans doute matière à l'alternance. On parlait du contrat pro qui retrouve aussi un petit peu d'intérêt, même si là aussi, n'est pas facile de développer ce contrat de professionnalisation dans la période un peu d'incertitude, mais il est très tourné vers l'emploi, ce contrat de pro et ses usages, encore une fois, de pédagogie de l'alternance. La proa, c'est pareil, c'est de l'alternance. Me semble être des gages peut-être de réponse. Alors, encore une fois, je ne veux pas me substituer à ce que seront les discussions, les négociations des partenaires sociaux, mais je crois qu'ils le savent eux-mêmes très bien, que là, il y a sans doute matière aussi à réfléchir sur une meilleure articulation, simplification, pour qu'on puisse effectivement, que nos concitoyens puissent se saisir de ces questions. Donc, me semble que la question est pertinente. Pascal, oui, par rapport à ces sujets. Oui, le sujet est complexe. La matière de formation professionnelle est complexe. Enfin, c'est une politique complexe. Elle est complexe parce qu'elle est technique, parce qu'elle est mouvante. Elle est faite de multiples dispositifs. On vient de les voir là, une bonne dizaine à tout le moins, d'autant d'organismes, d'autant de circuits de financement qui vont comme ci, qui vont comme ça. Oui, c'est complexe. Je comprends effectivement le sentiment un peu de questionnement des gens qui sont tout d'un coup comme ça en recherche de solutions simples. Il n'y a pas de solution simple parce que le sujet est naturellement complexe. Et le rôle d'institutions comme Centre Info, mais on n'est pas seul sur la place à devoir faire, c'est essayer effectivement de déminer un peu le terrain, d'expliquer, de rendre les choses compréhensibles, d'informer tout simplement. Et c'est un enjeu crucial pour la formation professionnelle. Julie ? Oui, en effet, cette question, alors elle souligne tout ça, toute cette difficulté peut-être à se mouvoir et à se saisir de toutes ces questions et de tous les dispositifs existants. Mais cette question, elle était centrale aussi sur les modalités de financement. Et que voilà, et cette personne, elle rappelait effectivement qu'il y a un souci, c'est qu'on a 57% des actifs interrogés qui se sentent mal informés sur les modalités de financement des formations. Et au-delà de laquelle et pour qui et pourquoi et auprès de qui je dois aller, c'est combien ça coûte. Il y a combien ça coûte. Et c'est central. C'est central parce qu'aujourd'hui, la première préoccupation des actifs, comme celle de l'ensemble des Français, c'est le pouvoir d'achat. On est d'accord. Voilà. Et les questions dessous, c'est hyper important. Parce que même si on nous dit l'inflation, ça ralentit, ça va mieux, les Français, comme les actifs, aujourd'hui, ils ne ressentent pas tout ça. Et tout ce qu'ils ressentent, c'est qu'ils ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois. Et du coup, cette question du financement en fait, des formations, elle est absolument capitale. Et elle est complexe. Voilà. Et des organismes comme Centre Info sont là pour la rendre plus visible et fluidifier ces parcours. Il aurait été intéressant de voir le rapport entre chômeurs et leur formation initiale. Peut-être une question pour Julie. Est-ce que c'est corrélé? Donc entre la formation des chômeurs, la formation initiale. Est-ce qu'il peut y avoir
un lien. Oui, alors là, je prends le point. J'en prends bonne note pour 2026. En 2026, je vous répondrai, mais là, c'est une question qui n'a pas encore été tout à fait explorée, en fait, sur la formation initiale des chômeurs. Ça peut jouer aussi sur la durée de retour à l'emploi. Le bagage initial va peut-être faire plus durer la période, justement, d'où la nécessité d'un accompagnement renforcé. Et puis, les personnes plus diplômées vont peut-être plus facilement rebondir. Et puis, si on va aller plus loin sur les BRSA. Une corrélation possible, exactement. Oui, l'accompagnement Mais peut-être revenir sur les aspects de financement. Pourtant, l'investissement, il est considérable. On parle de milliards d'euros. Alors, selon... les différentes... je prends le jaune budgétaire, tout le monde peut y avoir accès. C'est l'annexe au projet de loi de finances pour 2025. On verra 55 milliards d'euros quand on compte tout. Après, il y a là-dedans aussi la formation des fonctions publiques, des 3 fonctions publiques. Si on prend France Compétences, il y a l'instance de régulation sur le champ de la formation, c'est 14 milliards d'emplois. Donc, l'investissement, il existe. Les entreprises restent le principal financeur de la formation. Tout ce dont on parle, notamment à travers le CPF, l'apprentissage, c'est la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage qui le permet. C'est important aussi de le rappeler. Il y a aussi évidemment l'intervention des pouvoirs publics qui dotent en équilibre aussi France Compétences. Donc l'investissement au global, il est massif. Je pourrais prendre l'exemple des régions pour les demandeurs d'emploi, de France Travail évidemment à travers les subventions qu'on donne à cet opérateur, enfin à tous évidemment les prestataires de formation qui vont devoir se saisir là de ces opportunités aussi. On voit qu'il y a des besoins et il faut que absolument l'offre puisse se développer sur ces questions et répondre aux besoins sur les territoires, aux entreprises, auprès des actifs. C'est pas toujours facile pour ces organismes, mais là, voilà. Donc l'investissement, il y est, mais l'enjeu de simplification, d'une meilleure identification des parcours, des outils, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Encore une fois, j'insiste, national et territoire. Autre question, on en a plusieurs, on va essayer de répondre rapidement. Le CEP est un dispositif très particulier, nous dit la personne qui a posé cette question. Nous, les acteurs de la formation et de l'orientation, on ne comprend pas toujours la portée, le positionnement, la limite de leur intervention, privée, publique, quel conflit d'intérêts. Stéphane, une réponse rapide si possible. En particulier sur les investissements IA, c'est à la fois des investissements privés et étrangers. C'est important aussi de le rappeler. Non, mais il y a la place pour tout le monde, pour les initiatives privées, les initiatives publiques, parce qu'il ne faut pas les opposer. Le dialogue social est aussi une des clés de voûte de la construction et des réponses qu'on doit apporter à nos concitoyens. Donc moi, je ne fais pas d'opposition préalable entre privé et public. Je crois qu'on a vraiment tous besoin. En tout cas, si on fait le lien avec l'IA, on a bien besoin des investissements privés et pas simplement publics. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant parce qu'on est sur des enjeux de société des compétences. Si on veut que nos entreprises soient compétitives, nos salariés aient des emplois de qualité et de la croissance, et il faut évidemment que privé et public marchent dans le même sens, me semble-t-il. Une autre question est peut-être plus pour Julie. L'empreinte environnementale de l'IA ne figure pas parmi les risques cités. Si, je l'ai cité tout à l'heure grâce à Mistral. Oui, mais dans l'enquête, Julie... Attendez, j'y reviens. Ouais. Voilà, on cherche en direct là, voilà. Pour vous dire 16h27. Voilà. Non, effectivement, ça fait pas partie des dimensions qui ont été testées en fait pour ce baromètre. Après, vous voyez que c'était la première fois qu'on posait la question sur l'IA et que voilà, ça sera avec grand plaisir pour l'enrichir, intégrer de nouveaux enjeux par rapport à l'IA sur 2026. Et donc, on a hâte pour ce 7e baromètre. Voilà, 16h27, je voulais vous remercier. Merci Julie Gaillot, merci Stéphane Rémy, merci Pascal. Je vous laisserai le mot de la fin, évidemment. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je voudrais remercier les équipes de Centre Info, Karim Bangoura en particulier, Valérie Libion et son équipe. Merci à Guillaume, à Layali, à Livia et j'en oublie. Merci au studio 264. Et puis, je voudrais remercier encore une fois, Pascal y faisait référence tout à l'heure, notre partenaire Envergure. Envergure en images, c'est tout de suite. Et puis ensuite, restez avec nous parce que Pascal va vous annoncer un événement qui va vous intéresser. Regardez et à tout de suite. Sandra Gicker, directrice générale opérationnelle d'Envergure au sein du groupe Actual. Pour répondre aux enjeux et aux évolutions du marché du travail, nous avons depuis plus de 35 ans su faire évoluer nos pratiques pour accompagner et former l'ensemble de nos clients et partenaires. Chaque année, ce sont plus de 150 000 personnes que nous accompagnons vers l'emploi avec toutes nos équipes qui sont réparties sur l'ensemble du territoire français.
Se former tout du long de la vie est devenu essentiel. Envergure propose des parcours concrets et accessibles pour évoluer, se maintenir dans l'emploi ou se reconvertir. Face à l'essor de l'intelligence artificielle, nous accompagnons chacun pour en comprendre les enjeux et en tirer le meilleur. En automatisant certaines tâches, l'IA nous permet de recentrer nos efforts sur ce qui compte vraiment, permettre à chacun de trouver sa place dans le monde du travail. Parce que chaque parcours compte, nous continuerons d'agir avec et pour les personnes au plus près des territoires. Construisons ensemble votre travail. À bientôt. Envergure, le partenaire de ce 6e baromètre de la formation et de l'emploi signé Centre Info en partenariat avec l'Institut CSA. Merci aussi à Bettina qui a œuvré aussi pour la réussite de cette 6e édition. Pascal, je vous laisse le mot de la fin. Oui, ben, le mot de la fin, normalement, c'est au revoir. Je trouve que c'était un petit peu tristouné. Un peu court, oui, voilà, c'est ça. À bientôt. Et donc, j'ai plaisir à vous annoncer l'ouverture aujourd'hui des inscriptions pour un événement Centre Info le 24 juin, précisément, en présentiel à Paris, qui s'appelle tout simplement la journée de l'apprentissage. Je pense que ça parlera à beaucoup. Voilà, et puis un article de Centre Info sur l'IA que je vous conseille. Et que oui. vous allez, hein, encore une fois, l'expertise de Centre Info frappe. Voilà, exactement. Merci à vous de nous avoir suivis, 16h30. Merci à vous trois. C'était un plaisir de vous avoir retrouvé. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci encore. Au revoir.